Alors, nous sommes partis. Je vois... Vous nous avez manqué la semaine dernière, mais c'est pas une question, mais c'est très gentil. Alors, je monte. Alors, première question qui est arrivée, Émilie. Est-ce que tu peux faire un rappel pour la description des objets, s'il te plaît? Oui, je peux. Alors, pour préciser, pour les personnes qui arrivent, qui débutent, dans le domaine de l'utilisation de l'intuition, on peut utiliser notre intuition. Il n'y a pas de restriction majeure connue aujourd'hui, ni théoriquement, ni d'un point de vue pratique concret, à l'utilisation de notre intuition. Donc on peut, par exemple, intuiter sur des objets. C'est une activité chez Iris qu'on a de manière assez commune, plusieurs fois dans l'année, dans nos projets de consulting pour les entreprises, typiquement dans l'innovation, créativité, innovation. Un nouvel objet va sortir sur le marché et donc on va nous solliciter pour utiliser notre intuition pour participer à ce moment créatif d'innovation, si vous voulez, ce projet d'innovation. Et donc typiquement, ce qu'on va faire, ce que l'équipe Iris va faire, c'est de percevoir en amont, c'est-à-dire en avance de phase dans le temps, en amont dans le temps, va percevoir comment l'objet sera quand il existera et quand il sera sur le marché, si c'est un objet qui va sur le marché, ce qui est normal vu que c'est de l'innovation. Donc, comment on fait? L'intuition, tout d'abord, elle va s'exprimer dans le corps et tout d'abord dans le sensoriel. Ça, c'est la base. À chaque fois, on redit la même chose, mais parce que c'est essentiel. Et donc, si par exemple, on veut inventer un nouvel objet, ou si on veut percevoir un objet intuitivement pour une toute autre raison, la démarche est toujours la même. Et je vais prendre l'exemple de l'innovation, de la création d'un nouvel objet. Ok, cet objet, il est distant de nous dans l'espace et dans le temps. C'est en ça que l'intuition est intéressante, bien évidemment. Et donc, en fait, on va tout d'abord explorer cet objet sensoriellement, concrètement, physiquement parlant. Et donc, on va prendre contact avec cet objet. Donc, on va se mettre en mouvement avec notre corps, puisque c'est la première chose à faire. Et de toute façon, qu'on le fasse ou pas consciemment, notre intuition va nous faire déclencher des mouvements réflexes dès qu'on va poser l'intention d'obtenir de l'information descriptive sur l'objet en question. Donc on va se mettre en mouvement, on va prendre contact avec l'objet intuitivement, c'est-à-dire prendre contact, on fait comme si l'objet était vraiment ici et là devant nous, ou encore mieux, enfin les deux en fait, que l'objet est présent ici et maintenant en nous, parce que l'intuition c'est en nous. Je répète l'étymologie. L'intuition, c'est percevoir à l'intérieur de soi. Donc, on va aller prendre contact, je répète, avec cet objet, et ensuite on va le décrire sensoriellement, ce qui fait qu'on va se questionner sensoriellement, on va dérouler les 5 sens consciemment en se questionnant. Les couleurs de l'objet sont comment? Les formes de l'objet sont comment? Donc là, on peut toucher, on va regarder. Les odeurs de l'objet, c'est comment? Etc., etc. Et puis on va faire ça 2, 3, 4 fois, et à un moment donné, on va avoir une opinion sur ce qu'on a perçu. C'est-à-dire que quand on va savoir des choses intuitivement sur cet objet, on va avoir un avis. Ça fait partie du processus de perception naturelle. Et donc quand on va utiliser notre intuition qui est perception, on va avoir une opinion sur cet objet, du genre « Ah, je le trouve sympa », ou alors « C'est bizarre ce truc », voilà. Peu importe l'opinion en fait, ça peut même être une opinion neutre, genre bon, ok, voilà, c'est une opinion aussi. Le fait de dire bon, ça m'intéresse ni plus ni moins, quoi. Voilà. Et donc on va avoir de l'émotionnel et une opinion. Et ça montre que notre ouverture intuitive se fait. Et donc, si vous voulez, la quantité et la richesse d'informations qu'on va pouvoir percevoir intuitivement va croître beaucoup à ce moment-là, et là on va spatialiser l'objet, c'est-à-dire qu'on va aller chercher typiquement toutes les formes, etc. On va faire des croquis, hein, et ensuite, si on veut savoir, après ça dépend de ce qu'on veut savoir, mais si on veut savoir les fonctions, la nature de l'objet, comment il s'utilise, etc., s'il s'utilise,
On va d'abord aller se questionner sur quand j'utilise l'objet. Donc quand je suis la question typique, c'est quand je suis en interaction avec cet objet, les gestes que je fais sont comment? En fait, cette question, elle est cruciale, elle permet de passer du sensoriel au conceptuel. C'est-à-dire, elle permet de se servir de notre socle concret, physique, de prise en main ou de prise de contact avec l'objet, à sortir du sensoriel pour aller dans les concepts, dans l'abstraction des choses. La nature d'un objet ou la fonction d'un objet, ce n'est pas sensoriel. On veut aller au-delà du sensoriel et donc dans le concept et se poser la question, quand je suis en interaction avec cet objet, ce que je fais, c'est comment? En fait, ça va par le mouvement qui est sensoriel, on va aller vers l'activité. Donc ça, c'est une clé majeure dans le questionnement. Tout est questionnement en fait. La perception, c'est une chose, mais si on sait bien se questionner, ça permet d'être très efficace. Alors que si on a un peu de mal à se questionner, ce qui est normal au début, c'est un apprentissage comme tout, on va avoir le flux qui va se tarir, le flux de perception intuitive. Et donc une fois qu'on a de l'information sur l'interaction qu'on a avec l'objet, si l'objet s'utilise, forcément on va percevoir comment s'utilise l'objet. Me vient à l'esprit un projet qu'on a fait il y a pas mal d'années. Souvent je pense à ça parce que ça m'avait pas mal marqué toute cette époque, il y a peut-être 5-6 ans maintenant. La direction de l'innovation de la Société Générale, c'est là où on a développé beaucoup de notre savoir-faire. On avait fait travailler sur comment développer les automates, par exemple les distributeurs de billets ou autres, pour les personnes aveugles ou malvoyantes. En fait, imaginons que l'objet en question, c'est un distributeur de billets, en faisant simple, classique. Mais en fait, si je suis la personne qui est en interaction avec cet objet, comment sont mes gestes? En fait, les gestes, c'est avec le bras, la main, et puis on fait comme ça. C'est-à-dire qu'on va percevoir qu'on fait ce type de geste. Et là, va se déclencher la suite, c'est-à-dire qu'on va basculer dans les concepts. Je suis en train d'appuyer sur quelque chose. Ce quelque chose sur lequel je suis en train d'appuyer, c'est comment? En fait, c'est plat, c'est rectangulaire. Et quand j'appuie dessus, ça fait des choses. Les choses que ça fait, c'est comment? Ça me demande de l'information, et puis je retape, etc. Tiens, tout d'un coup, ça me donne des choses. Ce que ça me donne, c'est comment? Ce que ça me donne, c'est comme ci, comme ça. Puis vous comprenez, on va décrire, je sais pas, les billets, les petits tickets que ça donne, etc. Et on va savoir qu'en fait, ça permet d'accéder à ses comptes, d'avoir un relevé bancaire, faire une demande de crédit éventuellement, etc. Voilà le principe résumé. J'espère que c'était clair. Voilà. Donc en fait, on est dans une démarche active de questionnement pour aller explorer. C'était la première grande réponse. Alors, ensuite, à quand de grands travaux d'intuition pour trouver les futurs paradigmes pour nos sociétés? Alors là, c'est de la prospective sociétale, si on utilise des grands mots, mais qui sont les mots justes. À quand je connais plein de gens qui le font, donc ça se fait déjà. Alors, de deux manières, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, et en particulier donc ceux dont c'est le métier ou l'envie, on va dire, qu'on sache qu'on a de l'intuition ou pas, on va utiliser notre intuition pour aller faire de la prospective. Voilà. Et dans les personnes dont c'est le métier, on va inclure clairement les gens qui écrivent la science-fiction, par exemple. C'est un sujet, il y a même des études scientifiques sur ce thème spécifique. Par exemple, études scientifiques sur la perception du futur et donc de la perception des paradigmes de nos sociétés futures. Études scientifiques, donc je répète, des œuvres de science-fiction. Vous voyez, donc il y a énormément. En fait, un message qu'on essaye de faire passer régulièrement, et j'en profite de nouveau, quand vous avez une question pour vous dire tiens, est-ce que ça existe, quand est-ce qu'on le fait, etc., dites-vous qu'il y a déjà des milliers de gens qui y ont pensé. Ça peut paraître un peu frustrant, mais c'est formidable, parce que ça veut dire qu'il y a des milliers de choses dans la littérature, que ce soit écrite, scientifique ou grand public, que ce soit dans
voilà, dans des bouquins, etc. Ça a déjà été traité. Alors, c'est formidable parce que ça veut dire qu'il y a plein de réponses déjà à aller chercher là-dedans. Et c'est utilisé concrètement. Par exemple, il y a 5-6 mois, il y a eu un appel d'offres du ministère, enfin de l'innovation, du ministère de la Défense française, et plein de pays font ça depuis des décennies, par exemple, de faire appel à des auteurs de science-fiction pour aller percevoir, alors c'est clairement intuitivement, parce que l'objectif là c'est d'éviter d'analyser sur le passé, de construire sur le passé, mais de percevoir le plus possible intuitivement comment ça va être plus tard pour en retirer des chemins et des façons de faire pour aller vers ces futurs et que ces futurs soient les plus en adéquation avec nos intentions du moment. Donc voilà, et puis personnellement je connais pas mal de monde dans le monde anglophone, pas mal de personnes qui pour le fun ou pour des raisons sociétales en fait utilisent leur intuition pour aller chercher de l'information, pour percevoir le futur et concevoir ce futur, c'est-à-dire créer, ne serait-ce qu'intellectuellement, comment ça va être, et donc apporter des billes dans le présent pour aller ou pas vers ces futurs qui sont perçus. Chez Iris on fait ça aussi. Voilà, c'est du classique, et tant mieux. Et donc la réponse, à quand de grands travaux? Il y en a eu depuis probablement depuis le début de l'humanité en fait, sur les futurs paradigmes pour nos sociétés. D'ailleurs, on ne pourrait pas inventer nos futures sociétés si on n'intuitait pas sur le futur. C'est un autre, on pourrait discuter de ça spécifiquement, mais c'est clair. Alors, comment peut-on utiliser l'intuition en résolution de problèmes? Alors, l'intuition ne résout pas de problèmes. C'est l'intellect qui résout des problèmes. L'intuition, elle perçoit la solution à une problématique. Okay, c'est différent. Ce sont deux outils qui sont intéressants et complémentaires, l'intuition et l'intellect. L'intellect découpe le réel, donc analyse, veut comprendre, alors que l'intuition perçoit. Donc si on est face à une problématique, je mets problématique au lieu de problème, c'est pour élargir, c'est-à-dire un problème, on pourra penser, entre guillemets, que ça pourrait être négatif, une problématique peut-être aussi un peu, mais un peu moins, mais là on va entendre ces termes de manière générique, c'est-à-dire quelque chose où on a besoin d'une solution, où on a envie d'une solution. Donc l'intellect va s'appuyer sur les informations connues, c'est-à-dire ce qui est disponible dans le passé et dans le présent, donc dans la mémoire et dans ce qui est disponible ici et maintenant, aux perceptions, pour élaborer par des chemins logiques, par des liens, par de l'analyse, donc du raisonnement, une ou des solutions. L'intuition va percevoir dans le futur la solution à la problématique. Donc c'est deux façons de faire différentes. D'ailleurs, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, comment peut-on utiliser l'intuition en résolution de problèmes? J'ai répondu un petit peu, peut-être déjà, pas pour intuiter sur un événement en particulier, mais pour trouver une voie inédite. Exemple, trouver une nouvelle voie dans un domaine de recherche. Tout dépend de l'intention qu'on pose en fait. Tout dépend de la question qu'on pose. Si, par exemple, je ne sais pas, je vais rebondir sur ce qui s'est dit juste avant et sur le contexte actuel. Le contexte actuel, il est très porté sur le contexte sanitaire et ce que ça va générer, par exemple, en termes de comportement, de changement de société, donc de comportements individuels et sociétaux. Ça peut aussi voilà, s'il y a un intérêt sur comment faire pour sortir de cette crise au plus vite, comment soigner au mieux les personnes, comment anticiper, tout ça. Il y a des milliers de questions à se poser, donc déjà c'est à quelle question on veut répondre, la formuler. La formuler toujours en commençant par le terme comment, parce que c'est ça qui va déclencher l'ouverture et c'est une question qui est ouverte, et donc jamais se questionner en disant est-ce que ou pourquoi, ça va enfermer. Donc comment, et puis
des voies inédites, on peut mettre dans la question qu'on cherche une voie inédite. Plus on est spécifique et clair et limpide dans la question, et plus la réponse sera de même. Donc par exemple, on veut trouver une voie inédite pour répondre au virus actuel, Covid-19. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont envisagées, des médicaments, par voie orale par exemple, des systèmes de détection pour éviter d'attraper le virus. Donc ça c'est plutôt en amont, l'anticipation. Il y a le soin, voilà, par les médicaments. On peut penser bien évidemment à du vaccin, etc., etc. Tout ça, les idées sont connues. Même si on n'a pas la réponse forcément, on a au moins ces idées. Et on pourrait se dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose auquel personne n'a jamais pensé, et c'est peut-être ça qui est une bonne solution, ou une meilleure solution, ou une solution parmi d'autres, mais qui serait complémentaire. Et donc on pourrait poser la question de cette manière: comment est, imaginons qu'on soit dans le soin, comment est l'outil thérapeutique encore non envisagé à ce jour pour le traitement du Covid-19 et qui est d'une efficacité supérieure à je ne sais pas quoi. Après on peut mettre des critères, si vous voulez, des paramètres pour être plus pointu. Bon, voilà. Donc si on met dans la question quelque chose qui n'est pas encore connu du tout, ben en fait on va aller obtenir une information qui est complètement nouvelle et donc une voie inédite. Petit bémol quand même, s'il n'y a aucune voie possible inédite, bon, ça m'étonnerait, mais imaginons, il y a des problématiques où voilà, on sait déjà tout, ça peut, si la question est très fermée, très simple, etc., ça peut arriver. Ben, ce qu'on va faire, c'est que si on se pose une question pour avoir de l'inédit alors qu'il n'y en a pas, alors là c'est un petit peu plus technique, c'est pour les personnes qui ont déjà de la bouteille, j'ai envie de dire, de l'expérience. On va ajouter ce qu'on appelle un fusible, c'est-à-dire que si on se pose une question pour avoir du neuf mais qu'il n'y en a pas du neuf possible, en fait c'est notre intellect qui va nous donner de l'info, ou là notre intuition va aller chercher de l'info n'importe où, n'importe quoi en fait, et ça c'est montré clairement depuis plusieurs décennies. Donc pour éviter de se faire enfumer par nous-mêmes, en fait on va se mettre une voie de sortie sécurisée, c'est-à-dire par exemple se dire, et si, c'est-à-dire si on peut compléter notre question, et si il n'y a pas de voie inédite existante ou possible, eh bien je perçois par exemple je sais pas, la banquise, voilà. Et notre intuition va nous donner l'information, des informations descriptives sur la banquise. Alors bien évidemment, quand je dis ça, pour avoir un fusible, pour que ce soit efficace et concret et réel, il faut être en aveugle par rapport à la question. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre nous pose la question sans nous dire rien du tout des tenants et aboutissants et sans nous formuler la question. Voilà. Sinon, on sait qu'on doit décrire la banquise si ça ne va pas, donc on est pollué et ça ne marche pas. Donc ça, c'était la partie fin de question, fin de réponse plutôt un peu technique. Voilà, j'espère que ça a apporté des billes un peu à tout le monde selon votre niveau d'intérêt, de connaissance et de compétence. Alors, comment peut-on utiliser l'intuition? Ça, je l'ai déjà dit, c'est celle-là. Alors, lorsque l'on cherche un résultat dans un délai précis, est-ce que le questionnement avec la date précise suffit, ou y a-t-il d'autres paramètres à prendre en compte? Je relis la question. Lorsque tu cherches un résultat dans un délai précis, ok, c'est-à-dire, si je reformule, lorsqu'on veut percevoir quelque chose sur un moment donné d'existence de ce quelque chose, est-ce que le questionnement avec la date précise suffit, ou y a-t-il d'autres je ne peux pas répondre à cette question, c'est-à-dire, si on veut savoir quelque chose à une date précise, oui, il faut bien mettre ce qu'on appelle ce jalon temporel, dans le jargon, on va dire, on appelle ça jalon temporel, la date, ou la seconde, ou la milliseconde, ou l'année, enfin ça dépend, voilà, en fonction de ce qu'on veut savoir. Et puis, la question est forcément aussi constituée d'autres critères. Et donc, on va ajouter tous les critères qui font que on va bien circonscrire, on va bien définir notre question pour, je répète, avoir les réponses qu'on cherche. Bon, ma réponse est un peu vague, mais peut-être, c'est Émilie, je crois,
vous pouvez rebondir aussi sur ce que j'ai dit juste avant, bien sûr, ou compléter cette question pour que je puisse être plus précis. Tiens, on rebondit. Peut-on voir, alors peut-on percevoir, je vais reformuler aussi, c'est plus large. Peut-on percevoir comment va évoluer la pandémie en France? Nanana. Oui, la réponse est toujours oui. En fait, super comme question, merci. Ça me permet de rebondir sur le tout début. Scientifiquement, que ce soit théoriquement ou par les expérimentations, rien nous dit qu'on ne pourrait pas intuiter sur quelque chose, sur une problématique. Voilà. Il y a certaines situations où c'est plus difficile que d'autres, mais c'est toujours possible. Donc oui, on peut savoir, bien évidemment. Ouais. Alors, vous comprenez, si je joue avec vous, hein, si vous me posez une question, peut-on voir comment, nanana, la question admet une réponse oui ou non. Donc je réponds oui. Je ne donne pas plus d'infos. Si vous voulez plus d'infos, ben, il faut préciser votre question. Et pour avoir beaucoup de réponses, ça commence par comment la question. Est-ce que tu vas jusqu'en phase 6? Ben oui, jusqu'en phase 8 même. Il y a même d'autres phases hein, derrière. Ça c'est pour les... je vais faire très court parce que c'est très spécifique comme question. Puis après, j'ai développé un peu d'un point de vue applicatif. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que les phases, en fait, c'est simplement comme j'ai dit tout à l'heure, on prend contact. L'intuition, c'est un processus, en fait. Hein, c'est le processus de perception, ni plus ni moins. Quand on perçoit, même si c'est hyper rapide en nous et qu'on n'a pas conscience de ce qui se passe, ça suit un certain processus. Mais on est tellement habitué qu'on c'est devenu une compétence inconsciente et on ne sait pas comment on fait les choses, mais par exemple on ne sait pas comment on fait pour voir, pour s'interroger, pour explorer, tiens je vais prendre un verre, je vais boire, etc. On est en train de si je fais ça, je suis en train de percevoir énormément de choses, mais je le fais tellement vite, je suis tellement compétent là-dedans, comme chacun d'entre nous, que je ne me rends pas compte, je ne sais même plus comment je fais. Par contre, en prêtant attention à ce que je fais, et si j'ai de la connaissance sur comment se déroule ce processus, ben je peux avoir vraiment bien conscience de ce qui se passe en moi et je peux aussi le déclencher consciemment. Et donc, il y a différentes phases dans ce processus. Et la phase 6, en fait, c'est... alors, c'est... comment on va dire ça? Je vais essayer de faire le plus simple possible. La phase 6, c'est le moment où on a la temporalité. C'est-à-dire que si on prend la métaphore de l'enfant, quand on est tout petit, on n'a pas la notion du temps. Et puis c'est en avançant en âge qu'on acquiert la perception du temps qui passe et les concepts qui permettent de manipuler, de comprendre le temps. Par exemple, tout à l'heure, je n'étais pas en train de vous parler, maintenant je suis en train de vous parler, on est en train d'échanger, puis tout à l'heure, ça sera fini, chacun vaquera à ses occupations de son côté, etc. Bon, là, quand je suis en train de dire ça, je suis en train de penser et d'élaborer du temporel. Ben, la phase 6, en fait, ça veut dire c'est la 6e étape du processus de perception tout court, et donc du processus de perception intuitif. Et donc, on va jusqu'en phase 6 si on a besoin d'y aller, en fait. C'est-à-dire si on a besoin de percevoir intuitivement et d'explorer intuitivement quelque chose qui se déroule dans le temps. Voilà. Par exemple, si je reviens sur l'objet qu'on veut connaître, innovant, etc. Ben, si je veux simplement savoir comment il est physiquement, j'ai pas besoin d'aller explorer la temporalité. Si je veux savoir ses fonctions, ses fonctionnalités, comment on l'utilise, j'ai pas besoin non plus de me balader dans le temps. Il suffit simplement de mettre à un moment donné où il est utilisé et puis c'est tout. Par contre, si je veux savoir comment il a été conçu, quelle a été la démarche de conception ou quelle sera la démarche de conception, si je veux percevoir l'évolution des ventes, l'évolution de l'intégration, imaginons c'est un objet innovant mais qui est tellement innovant et en même temps il est hyper percute. Enfin voilà, je sais pas, le smartphone, il y a une évolution dans le temps du marché, d'utilisation, il y a un impact énorme sur nos vies individuelles et collective. En fait, la phase 6, elle va permettre d'explorer, c'est le moment où on va s'interroger sur ces évolutions temporelles. Voilà.
Alors, tac, 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 je descends. Ah, tiens, si. David qui joue, ça me fait rire, sur justement la prospective, mais de la prospective, c'est un peu une mise en abîme, la prospective sur l'intuition. Comment vois-tu le développement de l'intuition dans les 30-40 années à venir? Et selon toi, qu'est-ce qui nous manque à découvrir pour avoir une maîtrise totale de l'intuition? Alors déjà, il faudrait se poser la question, est-ce qu'on n'a pas déjà une maîtrise totale de l'intuition? Clairement que si, hein. Enfin, je veux dire, on sait tout faire. C'est-à-dire, quand je dis qu'on sait tout faire, en fonction des contraintes théoriques qu'il peut y avoir. Tout est possible, mais il y a des contraintes quand même. Et il y a des contraintes aussi pragmatiques, pratiques. Si vous devez, imaginons si on se dit, ben voilà, je décris un objet innovant, je veux innover quelque chose, ou je veux savoir comment va se passer tel ou tel événement sociétal sur les 10 ans à venir, si on me dit tiens, tu as 3 secondes pour intuiter là-dessus, c'est clair, ça va pas être possible. Okay, il y a des contraintes en fait réelles qui font que ce n'est pas possible d'un point de vue pratique parfois, mais d'un point de vue théorique, on a une maîtrise. Alors totale, c'est abusif, mais on sait, voilà, je répète, on peut tout faire. Ça peut être plus ou moins difficile, ça peut prendre plus ou moins de temps, etc. Mais si on veut, on peut, clairement. Je répète, il n'y a pas d'impossibilité au niveau intuitif. Il y a des contraintes, mais pas d'impossibilité. Alors, comment vois-tu le développement de l'intuition dans les 30-40 années à venir? Là, je vais répondre en tant que créateur et cofondateur et directeur d'Iris. C'est la question qu'on s'est posée il y a une vingtaine d'années en fait. Oui, une vingtaine d'années aujourd'hui. Comment faire évoluer au mieux, au plus vite, etc. ce domaine? Notre réponse à nous, ça a été en créant une entreprise qui propose du conseil, donc c'est de l'application, les applications de l'intuition. Pour moi, clairement, c'est même pas le futur, c'est le présent et c'est ce qui va évoluer encore, etc. Les applications, c'est logique en fait, ça ne peut être que ça. Pourquoi? Parce que toute capacité que nous avons et dont on peut faire une compétence, en fait c'est pourquoi faire, c'est pour l'utiliser. Donc si on a quelque chose auquel on a accès et qui est en plus en nous, donc on l'a accès tout le temps, hein, on y a accès tout le temps, derrière ce qu'on veut en faire c'est une utilisation, c'est s'en servir pour quelque chose, ce qu'on souhaite en fait. Donc le futur est forcément porté sur les applications. Mais pour appliquer, il faut bien évidemment savoir comment l'appliquer. D'où la création de formations. Voilà. Et plus il y a de personnes qui savent qui savent consciemment dérouler le processus intuitif, se questionner, et donc plus ça fait de personnes qui savent utiliser. Voilà. Et aujourd'hui, c'est possible puisqu'on a dépassé le stade depuis quelques décennies. C'est ça la nouveauté. La nouveauté, c'était au cours du XXe siècle, en fait. On a dépassé le stade de l'incompréhension pour aller vers la compréhension du phénomène. Bien sûr, on ne sait pas tout et clairement, on doit en savoir pas grand-chose. Mais ce qui n'empêche pas qu'on puisse faire à peu près tout, en fait. Vous voyez, peut-être que dans le futur, on pourra aller plus vite, peut-être qu'on pourra faire d'autres choses encore plus grandioses, etc. Voilà, un homme qui n'a que ses jambes pour parcourir le monde peut faire le tour du monde à pied. Bon, je mets de côté les mers, mais vous comprenez. Une personne qui a un avion peut faire la même chose, mais c'est plus rapide. Mais n'empêche que rien n'empêche un homme de faire le tour de la Terre ou de se balader n'importe où. Voilà. Après, c'est les outils. Donc l'intuition, par ailleurs, on va développer aussi clairement, c'est une évidence en fait, des outils qui vont nous permettre d'aller plus vite, plus loin. Voilà.
Et donc, dans les 30-40 années à venir, bah, c'est toujours pareil, hein, la recherche pour avancer plus vite, plus loin, la formation, développer, améliorer les formations, plus de monde qui vont se former. Clairement, ça va exploser, c'est déjà en train d'exploser. Si on regarde il y a 10 ans et aujourd'hui, et dans 10 ans, je pense que ça va croître du même facteur. Et puis les applications, voilà. Donc utiliser plus consciemment l'intuition. C'est-à-dire que plus de personnes vont savoir que l'intuition existe, comment l'utiliser, plus de personnes vont donc consciemment utiliser leur intuition. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va faire une société qui vit, qui pense le monde de manière non locale, c'est-à-dire qui pense le monde sans espace et sans temps, tout en gardant bien évidemment une perception du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'il y aura les deux. Tout est ici et maintenant, et donc ça va faire une civilisation qui constamment sera en train de jouer entre son passé, son futur, etc. Bon, ça c'est un sujet à part entière. Voilà, je pense que j'ai un peu déjà répondu. Si vous voulez plus de réponses, ben, vous rebondissez là-dessus. L'intuition peut-elle nous tromper? Oh, quelle question intéressante. Aussi, ça me fait penser, tiens, qu'il y a une masterclass lundi sur peut-on être sûr, pouvons-nous être sûrs de nos intuitions. Le titre, il est un peu second degré, puisque l'intuition est toujours juste. Par contre, c'est pas pour autant qu'on peut utiliser aisément nos intuitions et faire confiance à tout ce qu'on pense et tout ce qu'on ressent. Parce que on a ces faux amis que sont l'intellect, le raisonnement, les émotions, les opinions, etc. Donc l'intuition ne peut pas nous tromper, et ça scientifiquement ça se montre. Par contre, on peut se tromper nous-mêmes en croyant qu'on a affaire à des intuitions alors que les idées ou les ressentis qu'on a à un moment donné ne sont pas des intuitions. Donc ce n'est pas la même affaire. Et donc on peut se tromper, ouais, mais pas à cause de nos intuitions. Alors, peut-on faire un ou des liens entre l'intuition et le concept d'égrégore? Alors, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Le concept d'égrégore m'est inconnu. Alors, je sais ce que c'est, mais n'est pas dans ma vision du monde. Pour moi, c'est un concept qui n'a pas d'existence réelle. Comment dirais-je? Je comprends ce que ça veut dire, je comprends ce que ça signifie et ce que ça implique. Personnellement, je pense le monde différemment, ce qui fait que faire des liens entre l'intuition et le concept de d'égrégore, je ne pourrais pas le faire. Je ne sais pas si je peux répondre différemment de ça. Il faudrait élaborer c'est quoi un égrégore, etc. Et là, moi, je vais arriver à la conclusion que ça n'existe pas, en fait. Je ne dis pas que derrière, il n'y a pas des concepts valides. Je dis que la manière dont on pense ce qu'est un égrégore aujourd'hui n'est pas quelque chose qui entre dans ma vision du monde. Je ne pense pas que ce soit réel tel que c'est posé dans la définition aujourd'hui. Mais ce que je peux répondre par ailleurs, c'est si on peut faire un lien, si je peux en faire un, je peux en faire un bien évidemment. Avec l'intuition, je pourrais répondre par exemple, il y aurait plein de réponses à faire, plein de liens à faire, bien évidemment, mais prenons-en déjà un. Plus on est de personnes à intuiter sur la même problématique, ou plus on est dans un projet, je pense au sens neutre projet, plus on est dans un projet ensemble, plus on est nombreux sur un projet qui va mobiliser l'intuition, et plus c'est percutant. Voilà. Donc le nombre joue. Le nombre de personnes mettant leur intention pour obtenir une information intuitivement parlant sur quelque chose, plus c'est percutant. Voilà, plus la perception des infos est percutante. Voilà. Alors ça c'est pareil, faudrait faire des semaines intuitives. Mais ça c'est un champ en soi aussi et très hyper intéressant. Comme toujours, je répète à chaque fois ça, j'espère que j'ai répondu au moins en partie à la question.
Toujours la maîtrise de soi quand on intuite. Oui. Je sais pas. La maîtrise, ça veut dire savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, etc. Bon, oui, bah ça c'est vrai dans tout, si on veut exceller en fait. Et quand je dis exceller, c'est pas pareil, je dis sans émotionnel, hein, de manière neutre, objective. Si on veut vraiment être performant, pareil, j'utilise ce terme-là d'un point de vue neutre. Si on veut être efficace, si vous préférez, si on veut faire ce qu'on veut faire, si on souhaite réaliser ce qu'on s'est dit qu'on allait réaliser, plus on va maîtriser le processus, plus on va maîtriser ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire plus on a conscience de ce qu'il y a à faire, comment on le fait, etc., plus on va être efficace et plus on va finalement réaliser ce qu'on souhaite réaliser. Et la maîtrise, je l'entends dans le sens être maître de ce que l'on fait. Par exemple, si on est sujet à des émotions, c'est à des réactions émotionnelles, et c'est normal, mais si on en est dépendant ou qu'on n'en est même pas conscient, si on veut utiliser notre intuition sur quelque chose, mais ça c'est vrai dans la vie de tous les jours bien évidemment, si on veut percevoir notre environnement pour en faire quelque chose, vivre notre vie, si je prends les termes très larges, et qu'on est ballotté par nos réactions émotionnelles constamment, ça va être difficile d'avancer droit dans notre vie. Voilà, c'est la même chose. Donc mieux vaut avoir conscience de nos émotions, de nos réactions émotionnelles, des impacts émotionnels qu'on peut avoir, éviter d'en avoir. Si on en a quand même, bah, c'est normal bien sûr, mais si on en a quand même, les gérer, c'est-à-dire éviter de se prendre des claques, etc., et de redescendre à un niveau émotionnellement neutre ou minime pour éviter de prendre des vessies pour des lanternes, de se faire des films après, de s'en prendre plein la tête, etc. Voilà. Pour l'intuition, c'est pareil. Alors, ah oui, ça fait 3 séances. On est dessus. Je vous demande de nous excuser. Ça fait 3 séances qu'on nous dit que les exercices du module 9 du cours d'introduction en ligne, c'est pas en ligne. Il y a dû y avoir un problème à un moment donné. On a basculé de plateforme. Je sais pas exactement. Il faut que je vois déjà avec moi-même ce qu'il en est, puis avec l'équipe. Peut-être qu'il y a eu un souci quand on a changé de plateforme, ou peut-être que ça n'a jamais été alimenté. Je n'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, on est dessus. Et donc là, je peux vous annoncer que ça sera en ligne dans maximum 2 semaines, parce qu'on est vraiment dessus. Donc encore un petit peu de patience. Merci. Alors Isabelle, quel type de formation en ligne êtes-vous en train de préparer? Plein. Ça fait 3-4 ans, 4 ans, 3 ans et demi qu'on est dessus. Je vais faire très court, parce que là c'est un peu plus, on va dire que c'est commercial, c'est pas technique, ou c'est pas sur le sujet en tant que tel de l'intuition, mais je comprends que ça puisse intéresser, ça nous intéresse bien sûr aussi. Aujourd'hui il y a une introduction, donc c'est un cours de 3 heures avec des exercices, tout ça, nanana, des vidéos, bonus, etc. Là on est en train, c'est ce qu'on voulait faire en dernier, mais qu'on a eu le temps et la nécessité avec la situation sanitaire actuelle, on est en train de... Actuellement, là, ça fait 8 jours qu'on bosse 12 heures par jour comme des fous, et on avait déjà préparé pas mal de temps avant la mise en ligne de développer votre intuition au niveau 1. Et puis après, normalement, il y aura le niveau 2, le niveau 3. Et puis vont suivre une formation en ligne, l'intuition du corps, aussi une formation à l'associative remote viewing, donc du protocole applicatif, pour prévoir des événements, puis beaucoup d'autres choses. Voilà. Donc on est dessus, on a accéléré depuis 6 mois, il y a une nouvelle plateforme depuis quelques mois maintenant. Et puis voilà, les 2 mois qui viennent de passer nous ont permis d'accélérer sur ces sujets, puisqu'on n'est pas en train de se balader comme d'habitude à droite à gauche, donc on travaille sur d'autres choses, et notamment sur ces formations en ligne. Donc là, je dirais, si on se projette à 1 an, même 6 mois, 1 an, il y aura quelques dizaines d'heures en ligne, et puis dans 2-3 ans, beaucoup plus encore. Voilà.
Merci de votre question, ça fait plaisir de savoir que vous êtes là, quoi. Euh, y a-t-il des labos universitaires en France qui travaillent sur l'intuition? Oui, il y en a. Pour savoir plus, il aurait fallu poser la question lesquels, tout ça, voilà. Mais je suis d'humeur sympathique, donc je vais répondre. Euh, alors, il y a l'intuition, le terme, alors c'est compliqué à la fois simple et compliqué de répondre. La réponse est oui, donc c'est simple. Euh, il y a, c'est compliqué par ailleurs parce que c'est pas parce qu'un labo travaille. Alors quand je dis labo, ça peut être privé, public, universitaire, pas universitaire. Bon, les équipes de recherche peuvent travailler sur l'intuition, par exemple, et ne pas appeler ça l'intuition. Par ailleurs, des équipes de recherche peuvent dire qu'elles travaillent sur l'intuition, mais elles travaillent sur autre chose. C'est-à-dire que les termes ne sont pas forcément dits, utilisés comme tels. Donc ça rend un peu plus délicat les recherches. Néanmoins, c'est toujours très intéressant et au final, ça mène quand même à l'intuition telle qu'elle est définie dans le dictionnaire. Par exemple, on peut avoir des travaux sur le raisonnement inconscient et appeler ça l'intuition, mais ce n'est pas de l'intuition. Néanmoins, si on réfléchit un peu et qu'on creuse, on se rend compte que ça nous dit aussi des choses sur l'intuition. Donc, ça, par manière indirecte, c'est aussi de la recherche sur l'intuition. Et puis, on peut faire des labos font des publications scientifiques sur, voilà, et les titres des articles, il n'y a pas forcément intuition dedans. Donc c'est pas si évident que ça à trouver, mais si on creuse un petit peu dans les bases de données mondiales de publications scientifiques, on va en trouver. Et pour la France, oui, clairement, ouais, bien sûr. Il y a des travaux en psycho, en sociaux, à minima. Voilà. Et puis ça vient. Hein. Il y a des chercheurs qui travaillent sur ces thèmes et puis ils changent un peu d'orientation. Il y en a d'autres qui arrivent, etc. Mais la réponse est clairement oui. Alors, je sais que je réponds pas énormément, mais là il faudrait vraiment enfin voilà, je pense que c'est peut-être un peu rébarbatif pour la plupart d'entre vous, dire tiens c'est telle personne ou c'est telle nanana. Donc Fabien, je sais pas quel Fabien, mais si un jour tu viens chez Iris, ne serait-ce qu'une soirée, ou je sais pas, bon, repose ta question et puis on pourra en reparler de manière plus riche. Voilà. Alors question clairement Iris, on va dire, formation. Les niveaux 3 et 4 sont maintenant réunis en un seul. Oui, avant il y avait 4 niveaux, maintenant c'est réuni en un seul pour vous faire gagner du temps et c'est une des évolutions majeures qui va être au second semestre, même à partir de juillet en fait là. À partir de juillet, bien en fait sur 3 jours vous aurez à peu près ce qu'on faisait avant sur 3 plus 2. Voilà, avec un gros boost sur les applications, sur l'utilisation au quotidien. Voilà. Dernière question, puis après on passe à l'exo, parce que ça passe tellement vite. En fait, tout seul, ça passe encore plus vite que quand je suis avec Marie-Estelle ou quand Alexis est là. Enfin bon. Comment se fait-il que l'intuition semble encore faire peur ou passer pour un truc mystique dans de nombreux milieux? Oui et non. Alors c'est une question du milieu et c'est une question de qui parle dans le milieu. C'est un jeu à deux, quoi, si vous voulez. Oui, bien sûr, on peut être dans certains milieux, c'est-à-dire dans certains contextes de discussion et d'échange, et de parler de l'intuition, et puis en face, voilà. C'est dû à de la méconnaissance, ni plus ni moins. C'est comme tout, quand il y a une incompréhension, voire un rejet de quelque chose, c'est de la méconnaissance ou de la non-connaissance. Donc, pour répondre comment ça se fait, c'est simplement que il y a le niveau culturel, le niveau d'information sur ce sujet peut être en dessous d'un certain seuil qui ferait qu'il y aurait une écoute et un réel échange.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est informer, voilà, communiquer, informer, comme là on est en train de le faire. Et puis ça dépend aussi du porteur du message, du messager. Il y a celui qui écoute le message et aussi le messager. Par exemple, j'ai un énorme avantage par rapport à pas mal de personnes. Tant mieux pour moi, c'est que j'ai une connaissance assez large du sujet, enfin j'espère, assez pointue, en tout cas beaucoup plus que l'immense majorité des gens, donc ça me permet d'apporter de l'information de manière structurée, etc. Par ailleurs, je suis inscrit dans la société actuelle en fonction de son cadre de référence majoritaire. J'ai un doctorat en sciences, ça pose un statut en fait social. J'ai eu une carrière riche avant d'être dans l'intuition, dans l'informatique, l'intelligence artificielle et la perception, la conscience, etc. aussi. Donc il y a des liens, les gens peuvent faire des liens, etc. Donc ça donne un cadre et ça fait des liens. Donc ça permet, avant même que je puisse donner de l'information, si on m'en demande, ça permet de lever des barrières qui pourraient faire douter, en tout cas enlever certains doutes sur la qualité de l'information que je peux donner. Donc voilà, ça dépend de ceux qui écoutent le message et du messager. Donc plus vous allez vous informer, vous, si vous avez envie de parler de ces sujets, et plus ça sera facile. Et pour vous, et en tant que messager ou messagère, et pour la personne qui écoute votre message. Ok, on y va pour l'exo. Alors ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait, c'est le grand classique, mais ça fait quelques semaines qu'on n'a pas fait le grand classique, je crois, à moins que je ne me trompe. Donc on va se faire un petit exo sur un lieu, description de lieu. Si vous voulez d'autres exos, vous allez dans les autres heures intuitives et vous pouvez faire les exos. Il y en a même, des fois on a même mis des exos bonus que vous pouvez faire, vous cliquez et puis il y a d'autres choses à faire. Voilà. Donc tout simplement, l'idée c'est de passer 3 minutes, on ne va pas passer 2 heures, parce qu'on pourrait passer 2 heures sur cet exercice. De poser votre intention, notre intention, donc là c'est individuel et en même temps collectif, posez votre intention, et moi je fais de même, donc c'est pour ça que je dis notre intention, sur un lieu à percevoir intuitivement par vous, et dont je vous montrerai des photos après l'exercice. Donc dans 7-8 minutes maintenant. Voilà. Alors la première chose à faire, c'est de prendre le temps, de vous poser un petit peu. C'est-à-dire que là, je blablate depuis 45 minutes, je parle, et donc on réfléchit tous, on écoute, etc. Tout ça, c'est de l'intellect. Là, on va passer un peu en mode intuitif. Donc, on se pose un peu et faites au mieux dans les secondes à venir pour, entre guillemets, vous centrer, c'est-à-dire prendre contact avec votre corps, avec votre sensorialité, parce que c'est ça qu'on va aller chercher. Donc le truc classique, qui marche super bien pour tout le monde, c'est de poser l'intention dans les narines et de percevoir simplement comment ça fait dans les narines quand vous inspirez et expirez. Pas d'agir sur votre respiration, juste percevoir comment ça fait dans vos narines quand vous inspirez et vous expirez. Et de prendre conscience comment vous êtes assise ou assis, ou comment vous êtes debout. Si vous êtes debout, comment ça fait sous vos pieds, comment ça fait sous vos fesses et le dos sur votre chaise. Juste ça, ça prend quelques secondes et c'est déjà pas mal. Et puis, c'est de vous interroger, peut-être que vous avez déjà une idée de ce que ça pourrait être le lieu. C'est-à-dire, j'ai choisi un lieu où vous êtes dit, tiens, Alexis, cette fois-ci, il a choisi ça ou ça. Voilà, donc si vous avez eu des idées de ce type, bien notez, et puis pour l'instant, mettez de côté ces lieux que vous avez supposé que j'avais choisi pour vous. Voilà. Ça, c'est votre intellect qui veut deviner ce que c'est. C'est pas encore l'intuition, là. Donc je vous laisse faire ça, 10 secondes. Et puis maintenant,
Mais je vais vous poser des questions. Je vais jouer le rôle de votre intervieweur, si vous voulez. Et vous êtes chacun chez vous l'interviewé. Et pour répondre aux questions que je vais vous poser, l'idée c'est d'aller prendre conscience des informations qui vous viennent dans le corps, donc des ressentis ou à l'esprit, etc., et qui répondent à la question, qui sont du sensoriel. Je vais vous poser des questions sensorielles. Ok, posez l'intention que vous êtes ici et maintenant sur le lieu qui est le lieu que j'ai choisi pour vous d'explorer là maintenant. Vous êtes ici et maintenant sur ce lieu, vous êtes à taille humaine, au niveau du sol. C'est pour respecter vos références habituelles. Observez, regardez. Là où les couleurs que vous percevez, c'est comment? Le lieu sur lequel on se trouve là ici et maintenant par la pensée, intuitivement, le lieu là où les couleurs sont comment? Notez là où les couleurs. Notez juste ce qui vous vient à l'esprit en fait. Notez tout. De nouveau, regardez. Là où les formes sont comment? Sur le lieu, il y a certainement une ou des formes caractéristiques. Cette forme ou ces formes sont comment? Prenez conscience des formes qui sont sur le lieu, notez, et vous pouvez faire un petit croquis ou deux. Croquis de là ou des formes, pas croquis du lieu, c'est trop tôt, mais croquis de là ou des formes que vous avez eues. Et vous pouvez vous approcher. Vous mettez au centre du lieu, par exemple. Si vous étiez un petit peu distant, vous mettez au centre. Et vous pouvez continuer de regarder, d'observer à droite, à gauche, devant, derrière, en bas, en haut. Prenez conscience de là où des formes. Prenez conscience de là où des couleurs. Notez tout ce qui vous vient maintenant. Maintenant, touchez. Vous pouvez toucher là où la texture, alors là où vous êtes, vous touchez ce qui est le plus proche de vous, okay, sur le lieu. Quand vous touchez, ça fait comment sur votre main? La texture, elle est comment? Ou les textures, le lieu, il y a forcément quelque chose sur le lieu. Et bien quand vous touchez, ça fait comment sur votre main? Et puis vous pouvez taper, appuyer, tapoter, soulever, sous-peser. Ça fait comment? Le lieu, il est comment au niveau de la dureté, au niveau du poids, de la masse. Vous pouvez aussi obtenir de la température. Et maintenant, pourquoi pas, vous pouvez prendre un bout du lieu, ou alors vous imaginez que le lieu, vous le mettez tout petit dans votre bouche. Et sur votre langue, donc, ça fait comment? Gustativement, le lieu est comment? Et pourquoi pas, vous pouvez mâcher pour avoir un peu plus d'informations complémentaires sur les textures, les duretés, en fait, les matériaux, comment ils sont. Vous êtes de nouveau à taille humaine au niveau du sol, au centre du lieu, et puis vous écoutez maintenant. Au niveau sonore, c'est comment? L'ambiance sonore, elle est comment? Notez l'ambiance sonore. Ce que vous entendez, c'est comment dans vos oreilles? Sur le lieu, il y a peut-être des bruits, des sons, mais c'est comment? Et pourquoi pas, vous pouvez sentir. Quand vous inspirez, quand vous respirez, ça fait comment? L'odeur sur le lieu ou les odeurs sur le lieu, c'est comment? Notez. On va franchir un petit cap. On va bouger dans l'espace. Vous allez monter à une distance adéquate. Vous regardez en bas. Vu de haut, le lieu, il est comment? Quand vous regardez en bas, vu de haut, le lieu, il est comment? Percevez là où les formes, là où les couleurs de nouveau, puis vous pouvez faire un petit croquis ou deux, etc. Et vous pouvez observer s'il y a du mouvement, le ou les mouvements sont comment? Percevez, décrivez, notez les mouvements.
Dernière question. Vous êtes de nouveau au niveau du sol. Quand vous êtes à taille humaine, au niveau du sol, et que vous vous déplacez sur le lieu, ce que vous faites sur ce lieu, si vous étiez un réel visiteur, on va dire, physiquement présent, ce que vous avez envie de faire ou ce que vous faites, c'est comment. Prenez conscience des gestes que vous faites, prenez conscience des actions que vous faites, prenez conscience de l'activité sur le lieu, comment elle est. Et je vous laisse 15 secondes pour répondre à ces questions. Quand vous êtes sur le lieu, ce que vous faites, c'est comment. Et observez, regardez autour de vous, l'activité, elle est comment. Notez tout ce que vous percevez. Et une fois que c'est fait, hop, si vous le voulez bien, et ce serait super. J'espère que j'ai bien tout préparé ça. Je vous ai mis un petit questionnaire en ligne, hop, un petit QCM si vous voulez. Il faut 2 minutes, enfin 1 minute à peine, 1 minute pour le remplir. Je viens de vous mettre le lien dans le chat. Vous cliquez et vous arrivez sur le QCM. Et puis vous cochez ce que vous avez perçu en termes de forme, de couleur, etc. Les odeurs, voilà. Donc je vous laisse 30 secondes, 1 minute pour vous lancer là-dessus. Et puis 30 secondes, 1 minute pour remplir. Et pendant ce temps-là, vous pouvez... Alors il nous reste 2 minutes, mais on va se prendre 5 minutes en plus, si vous voulez bien. Puisque j'ai tardé à lancer le jeu, l'exercice, vous pouvez donner du vécu, etc. Mais j'attends quand même la solution, le lieu mystère, j'attends quand même 1 minute et demie avant de l'afficher pour que vous puissiez avoir l'opportunité de remplir le questionnaire. C'est toujours sympa. Et justement, tout à l'heure, pour répondre à la question est-ce qu'il y a de la recherche en France, etc. Oui, nous, on a toujours fait de la R&D, on a participé à des projets de recherche, on a financé de la recherche depuis 10 ans maintenant, au niveau international. Et puis, depuis juillet, je crois, voilà, c'est ça, on a des projets de recherche internes et avec des partenaires qui se développent. Et là, ça fait à peu près 1 an qu'on a lancé ça et on va commencer à... Vous allez commencer à pouvoir voir des choses en ligne ou autres qui ont rapport avec ces projets de recherche. Et notamment, le fait de proposer un petit QCM pour répondre, ça fait partie d'un de ces projets de recherche. Ok, alors moi je vais voir où vous en êtes. Savoir si vous avez répondu déjà pour une partie. Ok. Encore 30 secondes. Et puis je vous montre. Là, il y a une petite dizaine, un peu moins de 10 personnes qui ont répondu pour l'instant. Parce que vous êtes... on est 30 aujourd'hui. Ok. Vous finalisez. Je répète, c'est sympa. Vous êtes cobaye aussi en fait, hein, c'est ça. Ah, ok, vous êtes 20 maintenant. Donc c'est bon. Celles et ceux qui sont en train de finir, vous ne regardez pas la réponse tout de suite, mais je vous montre à tout le monde là. Voilà, donc là vous voyez normalement affiché, et donc les caractéristiques majeures au niveau des couleurs, par exemple, mais c'est gris, c'est argenté, c'est vert, c'est beige, on va dire, principalement. Il y a du blanc aussi. Au niveau du visuel, il y a du réfléchissant et du miroitant. Au niveau des formes, c'est très caractéristique. Il y a du rond, du circulaire, du sphérique, il y a de l'anguleux, il y a
du parallèle, de l'oblique parallèle, du vertical parallèle, du tubulaire, il y a du géométrique. Voilà, il y a de l'intérieur et de l'extérieur. On n'a pas exploré l'intérieur spécifiquement, mais l'intérieur. C'est haut, c'est élevé. Au niveau des textures, tout ça, bah, c'est dur, c'est lisse. Il y a aussi de la végétation. Donc, ce que je disais tout à l'heure, le vert, bah, on va avoir aussi du mouvant, de se balançant, du souple, du végétal quand on touche. Les odeurs, bah, on peut les toucher aussi, on va avoir du métallique, du lisse. On va voir le fait que c'est lourd, que c'est massif, que c'est dur, c'est métallique, je répète. Au niveau des goûts, bah, il y a du minéral, du végétal, du métallique encore qui peut venir. Et puis voilà, les odeurs, les sons, c'est un petit peu animé, donc il y a des sons, des voix humaines. Voilà, c'est typiquement les caractéristiques basiques qu'on peut avoir là de suite. Je vous montre d'autres photos. Tac, voilà. Donc c'est l'Atomium à Bruxelles. Si vous ne connaissez pas, c'est sympa. Et puis l'intérieur, c'est comme ça. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ok. Bah merci à vous d'avoir participé à cette édition du 21 mai 2020. Il est 18h passé, donc c'est bientôt l'heure de se quitter. Et puis, bah, je vous mets la réponse au questionnaire, les statistiques, etc. Bon, vous savez ce que vous avez rentré, mais on vous mettra avec le webmaster Olivier en ligne demain les stats de tout le monde si ça vous intéresse, de voir ce que le collectif a répondu en tant que dans sa globalité. Et puis, bah, je vous dis à tout bientôt. Dans la newsletter, chaque semaine, ou à peu près, bah, on vous tiendra au courant, vous apporter du contenu nouveau aussi, ce qu'on n'a pas pu faire depuis 15 jours. Mais on va continuer sur ce chemin, bien évidemment, et puis de vous donner des news pour le contenu en ligne ou du présentiel, bien évidemment, qui redémarre petit à petit. Lundi prochain, je répète, peut-être, je ne sais plus si je l'ai dit, masterclass, donc à 19h30 jusqu'à 21h. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet, bien évidemment. Et puis, je vous souhaite d'aller bien, de vous porter bien. Et puis, un de ces quatre, soit à distance ou soit en présentiel. Et puis amusez-vous bien, profitez des contenus qui sont sur le site, comme d'hab, de plus en plus. On fait notre maximum pour vous alimenter. Et puis en exo, autres vécus, etc. Et vous allez voir arriver, je répète, pas mal de choses dans les semaines et mois à venir. Tchuss, à bientôt. Bonne fin de journée à toutes et tous. Salut.